J'ai été mise de force dans une SCI. Ça fait partie aussi des petites galères immobilières. Mise de force dans une SCI. On a imité ma signature en fait. On a soit le profil en fait qui a accepté d'être dans un moule, de rentrer dans le cadre, soit on a le profil qui pète un câble. Bon bah moi j'étais le profil qui a pété un câble. Et en 2 ans j'ai acheté 5 biens immobiliers, donc je me suis un peu énervée. Il y a beaucoup de gens qui se sont considérablement enrichis dans ces phases de politique monétaire souple, qui viennent vous expliquer oui aujourd'hui on peut faire pareil. C'est facile pour eux parce qu'en fait ils ont déjà un patrimoine qui est gigantesque, ils ont construit des boîtes là-dessus, ils sont sortis en fait du système. Et ils viennent expliquer à des smicards qui peuvent s'endetter de la même manière. C'est pas possible. Est-ce que tu peux nous raconter quelques-unes des pires expériences, anecdotes? C'est le GIGN qui a saccagé l'un de mes logements pour aller chercher un otage qui n'était pas là. J'en ai eu pour plus de 20 000 euros de dégâts. Il y avait des locataires, hein, les pauvres d'ailleurs, mais... Ah ouais. Ouais. La rareté sur Bitcoin est quand même assez extrême. On n'aura jamais plus de 21 millions. Si chaque millionnaire sur cette terre voulait un Bitcoin, ça ne serait pas possible. Il y a le Bitcoin, ça a fait ses preuves, c'est la réserve de valeur, c'est les fondamentaux. Et après, il y a tout le marché du Web3, blockchain, crypto-monnaie, etc. Où on sait qu'il peut y avoir plein d'applicatifs pour l'avenir, il y a plein de choses qui vont révolutionner tout ça. Mais il y a des milliers de crypto-monnaies qui sont listées et 99% d'entre elles vont faire faillite dans les 2-3 prochaines années. Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Finance 360, l'émission qui a pour but de décrypter et de démocratiser les sujets liés à l'investissement, l'éducation financière, les finances personnelles et tout ce qui touche le monde de l'argent en général, afin de vous donner toutes les cartes en main pour bâtir votre propre indépendance financière. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Tandia. Bienvenue. Merci, c'est Tania. Ah, bah attends, on va refaire. C'est comment, pardon? C'est Tania. Tout le monde m'appelle Tanja, mais ça s'écrit comme J, mais ça c'est Tania. Ah ok, d'accord, ça se voit comme ça. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Tania. Bienvenue. Merci, bonjour à tous. Bah, c'est un plaisir de t'accueillir. Aujourd'hui, on va parler de plein de choses. Le but, c'est de rentrer en détail un peu dans le monde de l'investissement. On va essayer de parler autant immobilier, puisque tu as une expérience en tant qu'investisseuse immobilier. Il t'arrive aussi pas mal de galères, on pourra un peu en parler. On va parler aussi crypto-monnaie, puisque c'est un sujet qui t'intéresse énormément. On pourra parler stratégie d'investissement en général, fiscalité, un peu tout ce qui intéresse les personnes qui peuvent écouter cette émission, regarder, et le but c'est apporter le maximum de valeur. Est-ce que pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter, nous donner un peu de contexte? Oui, donc je m'appelle Tania, j'ai 35 ans depuis peu et je suis formatrice et consultante en finances personnelles et gestion de patrimoine. Ok, et pour revenir sur tes débuts dans le monde de l'investissement, pourquoi l'investissement? Comment t'as commencé dans ce domaine? Alors, c'est une histoire qui est un petit peu longue et atypique, mais je vais essayer de la faire courte. C'est que moi, là-bas, j'étais pas du tout du monde de la finance ni de l'investissement. J'étais très loin de ce monde-là. Et en fait, j'avais une vie complètement normale. Donc, je me suis mariée. J'avais plus ou moins un job, on va dire. C'était assez précaire, ma vie avant. Et j'étais réserviste dans l'armée de terre. Et ensuite, je suis partie en opération extérieure en 2018. Je suis restée 6 mois sur un théâtre de guerre, qui était l'opération Barkhane, donc j'ai fait le Tchad et le Mali. Et quand je suis rentrée, j'ai tout plaqué. J'ai plaqué mon ex-mari, enfin mon mari qui est devenu mon ex-mari. J'ai quitté l'appart qu'on avait acheté ensemble, la région dans laquelle on s'était installé, tout. Et je suis repartie complètement à zéro. Et en fait, c'est en recommençant ma vie à zéro que j'ai pris conscience que j'avais rien. J'avais pas de patrimoine, j'avais pas de sécurité financière, j'avais rien de tout ça. Et j'avais 28 ans. Et ça m'a vachement marqué en fait de me retrouver à un certain âge quand même sans rien du tout. Et c'est là où j'ai pris conscience en fait de l'importance de se protéger et d'investir tout simplement pour se constituer un matelas de sécurité au cas où il nous arrive quoi que ce soit dans la vie. Et c'est là en fait que j'ai recommencé à prendre ma vie en main. Donc j'ai retrouvé un job au bout de quelques semaines parce que je suis revenue sur Paris. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser en fait à l'investissement. Donc j'ai commencé sur les marchés financiers et ensuite je suis passée à l'immobilier. Ok, parce que en fait là c'était vraiment page blanche, nouveau départ. Exactement. Et tu t'es dit je trouve un travail et mon but c'est un peu me construire une indépendance financière à côté. C'est ça. Alors au début j'étais pas dans l'investissement, moi j'étais vraiment en mode ok maintenant je vais me concentrer sur ma carrière, je trouve un job, je vais monter les échelons. Et au final je me suis rendu compte que même comme ça en fait on n'a rien à soi au final parce que l'entreprise peut nous dégager quelque part du jour au lendemain et puis ça reste pas son entreprise au final, on n'est qu'un pion sur un échiquier, même si j'étais dans des entreprises qui étaient très bien. T'étais où? Alors moi, quand j'ai repris, j'étais dans une grande agence parisienne qui est assez connue, une agence de com. Et ensuite, j'ai été débauchée chez un annonceur qui était MSD France. Donc, j'étais dans la pharma, qui est une boîte exceptionnelle. Mais c'est vrai que c'est là aussi je me suis rendu compte que j'avais au final envie de construire quelque chose pour moi. Et c'est là que j'ai commencé à investir. Donc ouais, grosse page blanche. Et quand tu t'es rendu compte de ça, quand tu dis ça, c'est via quoi? Via des livres, les réseaux sociaux? Pas du tout. C'était mon copain de l'époque qui lui était investisseur et qui m'a un peu montré. Donc au début, je me moquais de lui. Parce qu'il me montrait des vidéos YouTube comme ça, je me foutais de sa gueule littéralement. Et au final, en fait, il m'a montré ses investissements, ce qu'il était véritablement en train de faire. J'ai regardé les chiffres et comme je sais compter, je trouvais ça intéressant. Au début, c'était quoi, l'immobilier, de la bourse? Ouais, c'était de l'immobilier. Lui, il avait commencé par des colocs dans des villes qui étaient très
très intéressantes. Et c'est vrai que le cash qu'ils généraient était quand même assez ouf. On est en quelle année là ? Là, on était en 2019. Ok, ouais. Donc période en plus avec Toba et tout ce qu'il y avait. Exactement. Donc lui, il avait investi entre guillemets assez tôt. Il était investisseur depuis plusieurs années déjà. Et il me forçait pas du tout, hein, mais c'est juste que je le voyais faire et je lui dis bon bah vas-y fais voir tes chiffres, on va voir un peu ce que ça donne. Et effectivement, il avait un peu raison quand même. Donc là, à partir de là, tu mets tes premiers pas d'abord dans la bourse. Oui, c'est ça. J'ai commencé bourse et crypto et c'est ensuite un petit peu plus tard, donc après le premier confinement, que je me suis intéressée à l'immobilier. Ok. Et pourquoi d'abord la bourse et les cryptos ? Parce que c'était plus simple d'accès Ouais, c'était plus accessible, on peut faire ça en slip chez soi. Donc, clairement, ouais, c'est ça. Donc l'immobilier, c'est quand même quelque chose, c'est pas le même timing que la bourse. Tu peux acheter très facilement aujourd'hui des titres. L'immobilier m'a fallu quand même du temps, parce que déjà la formation prend plus de temps, vu que c'est quand même quelque chose de plus conséquent, on te demande quand même de lever du crédit. Donc effectivement, moi c'était bourse et crypto, mes premiers pas en investissement. Et quand tu as commencé bourse et crypto, c'était vraiment de base stratégie basique, DCA tous les mois Non, je faisais un peu n'importe quoi, pour être tout à fait honnête. Je pense un peu comme tout le monde. Après, quand je suis arrivée assez tôt dans le marché haussier de 2019, 2020, 2021, j'ai eu entre guillemets un petit peu de chance. Et après sur la bourse, je me concentrais sur des titres que je connaissais, parce que moi, comme je suis dans la pharma, j'ai pas mal investi sur des titres en pharma. Avant Covid ? Avant Covid. Ah oui, ok. Ouais, ça s'est bien passé par la suite. Mais comme c'est un milieu que je connais très bien les entreprises, je voyais tout de suite en fait les boîtes qui étaient sous-cotées par rapport au pipeline de recherche qu'elles avaient. Et donc du coup, c'est vrai que je me suis pas mal positionnée sur ces boîtes-là. Donc pour moi, c'était plus facile effectivement de commencer par les marchés financiers. Et après, tu t'es dit, la bourse et crypto, c'est bien, mais ça suffit pas, je vais aller lever de la dette. Et là, t'es parti en immobilier, quoi. C'est ça. Puis bon, il y avait quand même les taux qui étaient intéressants. Puis c'était une période, en fait, l'immobilier était très hypé. Tout le monde faisait ça, donc je me suis dit bon bah je vais me lancer aussi. C'était mon copain qui m'avait filé sa formation comme ça, que j'ai faite à l'arrache, et puis après je me suis vite lancée. Moi j'ai un profil où en fait je fonce beaucoup tête baissée, puis après je réfléchis. Donc ça m'a un petit peu porté préjudice. L'avantage c'est que je vais très vite. L'inconvénient c'est que parfois je fais des erreurs et je me rends pas compte et je les paye après. Ouais, mais des fois en immobilier, je pense que c'est peut-être un avantage, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils se forment pendant des années, ils connaissent tous les moindres recoins, les trucs, les astuces, les niches fiscales, mais ils passent jamais à l'action. Et en fait, la meilleure opportunité dans 3 ans, bah si t'étais passé à l'action 3 ans plus tôt, que c'était un bien moyen, peut-être que le temps aurait joué en ta faveur, quoi. C'est vrai quand on peut solliciter le levier à 100%, voire à 110%. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, donc c'est vrai que il y a un juste milieu entre mon profil qui est un peu fou et le profil beaucoup plus modéré qui passe jamais à l'action. Ouais. Je pensais bien de trouver un juste milieu justement dans une période actuelle où on demande plus d'apports, où on demande en fait à l'investisseur de s'engager beaucoup plus financièrement, où les rendements se font un petit peu plus, sont un petit peu plus modestes. Là, je pense que c'est encore plus important aujourd'hui de bien être formé, de faire attention à ce qu'on achète. On peut plus se permettre, à mon sens, d'investir comme il y a quelques années où pas tout était rentable, bien sûr, mais c'était plus facile en fait de trouver du rendement et de la rentabilité. Et tu peux nous parler du coup de ta première opération immobilière ? Est-ce que ça s'est super bien passé ou... Alors oui et non, parce qu'en fait j'en ai acheté 2 en même temps. Ok. C'est-à-dire que je suis arrivée en banque avec mes 2 dossiers, avec mes 2 compromis signés pour 2 biens différents que j'ai achetés le même jour. Donc il y en a un, ça s'est effectivement très bien passé, c'était en fait un T3 que j'ai transformé en T4, donc pour en faire une coloc. Tout s'est très bien passé, mes travaux, il n'y avait pas énormément de choses à faire, c'était un rafraîchissement, créer une cloison pour faire la dernière chambre, vraiment pas grand chose, ça s'est lancé très vite. Tu l'as toujours aujourd'hui ? Ouais, je l'ai toujours aujourd'hui, très rentable, aucun problème, enfin rentable et avec du rendement, parce que rendement et rentabilité, bien sûr, c'est pas la même chose. Donc j'ai eu un beau rendement dès le début, une rentabilité qui est acquise, c'est-à-dire c'est quelque chose, si je revends aujourd'hui, je fais une plus-value. Par contre, le deuxième, c'était rien à voir, il y avait beaucoup plus de travaux, et en fait, les travaux, ça a été mon point faible dès le début, parce que c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout. Okay. Aujourd'hui, j'ai pas eu d'autre choix que de me former parce que je me suis mise dans des situations assez difficiles où il fallait que j'apprenne à gérer les travaux, pas forcément à les faire moi-même, mais au moins à les gérer. Et le deuxième, ça s'est pas bien passé. J'ai eu des surcoûts travaux, enfin j'ai eu un peu de surcoûts travaux, j'ai eu beaucoup de retard de travaux. Donc voilà, c'est là où j'ai commencé à me casser un petit peu mes premières dents sur l'immobilier. Mais c'est comme ça qu'on se fait la main aussi. C'est comme ça qu'on se fait la main, effectivement, et j'ai envie de dire, vu que j'étais très très incompétente dans ce domaine-là spécifique des travaux, j'ai dû monter en compétence très vite, et forcément plus on part de loin, plus la formation coûte cher, donc voilà. Et c'est là aussi que j'ai commencé en fait à partager mon expérience sur les réseaux, et c'est comme ça que j'ai commencé à être visible, parce qu'en fait je partageais un petit peu la réalité. Contrairement à beaucoup en fait qui enjolivaient énormément en fait ce secteur de l'immobilier, moi je disais la vérité. Je partageais vraiment mon quotidien tel qu'il était, je faisais du building public et les gens en fait se reconnaissaient là-dedans, ils disaient non mais en fait c'est ça ma vie ressemble plus à la vie de cette meuf que à la vie du gars qui est en train de rouler en lambeaux ou faire je sais pas quoi avec des voitures de loc qui sont même pas à lui, quoi.
Ouais, bah c'est exactement ça qui m'avait marqué la première fois que je suis tombé sur ton profil en fait, c'est que bah souvent en immobilier, les personnes en immobilier, bah après c'est très marketing aussi, on les voit, tu trouves ton bien, facile, tu le fais financer par la banque, facile, t'as un cash flow 1000 euros par mois, facile, et c'est bon, c'est passif, et tout ça. Alors que toi tu montrais un peu la réalité qu'il peut y avoir derrière. Exactement, et tout est facile parce que quelque part ils ont un truc à vendre derrière, donc en fait ils sont obligés d'enjoliver la situation pour faire rêver et donner aux gens envie d'acheter leurs produits. Moi, je fais le pari inverse parce qu'en fait, je suis aussi dans l'infoprenariat, je vends aussi de la formation et de l'accompagnement, mais je fais le pari de l'authenticité, de la réalité. Et moi, je pense en fait que je vais davantage rendre service aux gens en leur disant la vérité, qu'en leur vendant du rêve, parce qu'ils vont tomber de haut, et peut-être même qu'ils vont encore jamais passer à l'action, justement parce qu'ils se sont mépris en fait. Ils ont pas réalisé que c'était compliqué. Bah, je pense que ça marche plus même en tant que stratégie de vente. Quand il y a une personne qui arrive avec des aspirations très hautes et qu'en fait tu dis non, en fait, dans la réalité, c'est ça, sinon tu prends trop de risques et c'est vraiment ça, elle se dit ah ouais, elle essaye pas de me vendre du rêve, et donc du coup on peut le voir de cette façon-là. Ça dépend, tu touches pas la même cible de personnes. Exactement. Bah voilà, je pense qu'il y en a pour tout le monde sur ce marché. Moi, j'ai choisi cette carte-là, et effectivement, j'ai ma clientèle, et en général, mes clients apprécient cette franchise et cette authenticité qu'il y a chez moi. Et aujourd'hui, t'as combien de biens? Aujourd'hui, j'en ai 5 que j'ai achetés. Ok. Et il y en a d'autres que j'ai pas achetés, qui viennent en fait d'une situation familiale un petit peu compliquée, parce que moi j'ai été mise de force dans une SCI, donc ça fait partie aussi des petites galères immobilières. Mise de force. On a imité ma signature en fait pour me mettre dans une SCI. D'accord. C'est possible. Ok, ouais. Donc si jamais, pour ceux qui nous regardent, pensez à bien mettre dans les statuts que tout changement dans les associés doit passer devant le notaire. Sinon, vous risquez d'avoir des petites surprises au niveau familial. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler de trucs comme ça, que si on peut prendre ta carte d'identité, exactement. On a juste envoyé. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, il y a des experts comptables ou des professionnels qui font pas trop attention, qui font confiance, en fait, tout simplement. Et en fait, on se retrouve associé d'une SCI à 50%, et on le sait pas. Et ça m'est arrivé, donc moi c'était des situations familiales un peu particulières où en fait mon père m'a mis en gros dans une SCI vu qu'il était acculé par les dettes. Et je l'ai découvert qu'après sa mort, puisque quand on décède en fait, la nue propriété devient pleine propriété. Ouais. Et je l'ai su grâce à un avis de tiers détenteur. Donc un avis à tiers détenteur, c'est tout simplement les impôts qui viennent nous saisir, littéralement. Donc... C'était joliment dit pour dire que... voilà, c'est comme ça que j'ai découvert. Donc moi, je suis en opération extérieure à ce moment-là. Je suis au fin fond du Tchad. Et il y a mon ancien employeur qui m'envoie un message qui me dit ils sont venus te chercher ici, mais tu n'es plus là. Mais je t'informe qu'en gros, il y a un avis à tiers détenteur qui est arrivé ici pour te saisir sur salaire. Et là, je fais... what? Et en gros, c'était cette SCI que j'ai découvert. Juste avant de rentrer dans le vif de l'immobilier, il y a ce point quand même qui m'intéresse un peu au début. Pourquoi l'armée? Et est-ce que tu penses que ça t'a apporté des choses par rapport à maintenant? Pourquoi l'armée? C'est une grande question. Moi, il faut savoir que je suis à la base historienne de formation. Ok. Et je me suis spécialisée en histoire militaire. Et la passion est allée un peu loin. Et elle est tellement loin que je voulais en fait intégrer l'institution que j'étudiais, et donc du coup j'avais aussi énormément soif d'aventure, et en fait je me suis engagée dans l'armée. Donc moi j'étais admissible à Saint-Cyr. Ok. J'ai raté l'oral comme tout le monde, et j'ai tenté le recrutement sur titre en tant qu'officier, ça n'a pas marché non plus. Donc je me suis dit vous m'avez pas en tant qu'officier, vous m'aurez dans la réserve. Et je me suis engagée première classe dans la réserve, j'ai monté les échelons, et c'est comme ça en fait que je me suis retrouvée à partir en mission. Et donc voilà, c'était vraiment une curiosité, une soif d'aventure, l'envie de servir aussi à un moment donné, parce que moi je suis naturalisée française, je suis pas née française. Ok. Donc j'avais aussi un peu envie de rendre ce que la France m'avait donné. D'accord, ok. Super intéressant. Et c'est vrai que peut-être que ce côté en fait fonceur aussi, aventurière que tu as un peu dans l'immobilier vient aussi de ce côté que tu avais dans l'armée. Ça m'a donné certainement un côté un peu cramé que j'ai gardé dans le civil. Et plus relativisé quoi. Tu te dis que peut-être des galères de travaux VS. Après, ça dépend des profils psychologiques, mais oui, c'est vrai que ça aide un peu à relativiser, ça aide aussi à prendre des décisions, je pense. C'est surtout là où ça m'a aidé, en fait, c'est sur la prise de décision, sur la force de caractère aussi, parce que quand on est une femme dans un milieu d'hommes, c'est jamais évident, et quand c'est militaire, c'est exacerbé. Parce que quand on est en opération extérieure, par exemple, on se retrouve en fait avec, je pense, 5% de femmes au maximum, donc on est 5 nanas pour 1000 mecs. Enfin, on est vraiment en grande minorité, et forcément, on est bien obligé de tenir tête à un certain nombre de choses. Et oui, je pense que mon caractère vient aussi de là. Ok, ouais. Et ça peut-être aider après sur ce côté derrière. C'est sûr. En termes de confiance en soi, en fait, à l'armée, en tant que nana, c'est simple. Soit on se fait bouffer, soit on prend le dessus.
Et quand on prend le dessus, c'est d'autant plus compliqué. Mais là, bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, soit on s'écrase en fait et on tire le masque pour pas attirer l'attention, pour pas faire de vagues, etc. Soit on s'en fout, ce qui était mon cas. Et en plus, moi, j'étais réserviste, donc j'en avais rien à secouer. J'étais une des rares réservistes à partir en mission. Et en fait, moi, il y avait aucune pression sur ma carrière qui était possible parce que j'en avais pas. Donc en fait, c'était pas possible de venir me tenir en respect en me disant voilà, en gros, si tu commences à faire des vagues ou si tu commences à faire ceci ou cela, tu auras pas de progression dans ta carrière. J'en avais rien à foutre. Donc j'étais pas gérable en fait. Pour l'armée, au final, c'est un profil. C'est un profil atypique et en fait c'est aussi pour ça qu'il faut en venir des réservistes. C'est pour avoir des gens qui sont surdiplômés en fait dans le civil, les faire venir dans l'armée avec des contrats de réserve et pour exploiter ces compétences en fait qui sont rares. Et bon, ça c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est qu'on se retrouve en fait avec des surfeurs en fait limite qui arrivent, qui débarquent, et sur qui on a peu de prise en fait. Moi, c'est pas possible de me dire tu monteras pas les échelons. Je dis bah non, et je m'en fous. Et donc du coup, voilà, je faisais un peu ce que je voulais d'un point de vue, on va dire comportemental. Donc mon travail était très bien fait. Par contre, à côté, il fallait pas me casser la tête. Et forcément, en fait, quand on essaye en fait de nous comprimer, si je puis me permettre. Il y a deux profils. Soit on a le profil en fait qui accepte d'être comprimé, d'être dans un moule, de rentrer dans le cadre. Soit on a le profil qui pète un câble. Bon moi j'étais le profil qui a pété un câble et qui s'en foutait, qui du coup en fait a lutté contre ça et je me suis affirmée en fait, je pense à l'armée. Super intéressant et c'est sûr que ça doit pas être facile comme parcours, d'autant qu'on est vraiment en minorité. Non, c'est sûr. Autant Mais ça m'a énormément aidée à ce niveau-là, à prendre une confiance en moi, une assurance. Et à partir quand je suis sortie de là, en fait, il y a rien qui pouvait m'arrêter, rien du tout. Et effectivement, forcément, dès que j'ai quitté l'armée, j'ai retrouvé un CDI. Un peu après, bon, c'était pas forcément évident, mais j'ai retrouvé du taf assez rapidement. Et une fois que j'étais bien dans mon CDI, en 2 ans, j'ai acheté 5 biens immobiliers. Donc je me suis un peu énervée. Et ça m'a effectivement aidé à pas lâcher l'affaire, à me battre, à me déplacer, gérer les chantiers, parce que tout était à distance, bien sûr. Ce point, ça me permet de faire la transition hyper facilement. Ce que tu as dit, ça m'a permis en 2 ans d'acheter 5 biens immobiliers. La plupart des personnes, quand ils entendent ça, je pense que le premier problème qui leur vient en tête en disant 2 ans, 5 biens immobiliers, c'est pas forcément trouver les biens, etc. C'est les faire financer. Comment on fait pour faire financer 5 biens immobiliers en 2 ans avec un CDI ? Parce que, est-ce que tu avais un salaire qui était très élevé ou... Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à les faire financer par la banque ? J'avais un salaire correct. Moi, sur la dernière année où j'étais dans mon entreprise, j'étais à 3 300 € net. Après impôt. Donc, c'était un bon salaire. Ouais. Donc, il faut être transparent, il faut dire les choses. Forcément, plus on a un gros salaire, plus on a une capacité d'endettement qui est élevée. Donc ça m'a évidemment beaucoup aidé. Maintenant, quand on s'endette à plus de 600 000 €, bien sûr que mon taux d'endettement aujourd'hui, il est un peu en PLS. Surtout tu es entrepreneur aujourd'hui. Oui, aujourd'hui je suis indépendante, mais je ne cherche pas à lever des fonds. Après, il faut faire les choses en bonne intelligence. Moi, je suis pas la meuf qui va vous dire oui, bien sûr, défoncez vos taux d'endettement et puis vous arriverez facilement à vous faire financer. Non, en fait, si tu veux, il y a 2 situations macroéconomiques, il faut prendre du recul là-dessus. Il y a les phases en fait de politique monétaire souple et les phases de politique monétaire stricte. La phase de politique monétaire souple, on l'a connue avec les taux négatifs, voire les taux bas. Parce que quand nous, on se tapait des taux à 1%, savoir qu'à la BCE, les taux étaient négatifs. Ça, c'est une phase de politique monétaire souple. Facile à emprunter, les banques nous accueillent à bras ouverts, etc. Ensuite, on a commencé à avoir un problème, ça s'appelle l'inflation, avec une masse monétaire qui a explosé et des ménages qui se surendettaient. Le HCSF a réagi avec la Banque de France, le Conseil de stabilité financière. Ils ont dit, bon, on va réguler tout ça parce que sinon, ça risque d'être le bordel. On va se taper une nouvelle crise des subprimes. Parce que quelque part, la crise des subprimes vient en fait d'un surendettement des ménages aussi aux USA, avec en fait ces endettements qui ont été monétisés d'une certaine façon, etc. Réaction en Chine qu'on connaît. Et donc, du coup, on est rentré dans une phase de politique monétaire stricte, avec des taux qui se sont alourdis. Voilà, on a des taux qui ont été un petit peu plus élevés, mais surtout on a la régulation derrière qui a suivi les fameux taux du HCSF, enfin les fameuses règles du HCSF. Et dire, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont de l'ancien monde, donc, enfin pas de l'ancien monde, mais qui viennent, en fait, qui se sont considérablement enrichis dans ces phases de politique monétaire souple, qui viennent vous expliquer, oui, aujourd'hui, on peut faire pareil. C'est facile pour eux, parce qu'en fait, ils ont déjà un patrimoine qui est gigantesque, ils ont construit des boîtes là-dessus, ils sont sortis, en fait, du système. Et ils viennent expliquer à des smicards qui peuvent s'endetter de la même manière. C'est pas possible. Et moi, je dirais jamais à quelqu'un, oui, bien sûr, c'est pareil, on peut faire comme avant. Non, c'est faux. Donc oui, en fait, aujourd'hui, on est limité par un truc qui s'appelle le taux d'endettement quand on est en tant que particulier. Maintenant, effectivement, il existe des solutions. On sort, en fait, de ce cadre réglementaire qui pèse sur les particuliers et on va aller chercher le cadre réglementaire
qui n'existe pas en fait, qui est celui pour les pros. Aujourd'hui, en tant que professionnel, il n'y a pas de règle du HCSF. C'est libre, il n'y a pas de taux d'usure, tout ça, on s'en fout. Ça, c'est pour les particuliers, c'est pour les pauvres. Les pros, ils vont s'endetter autrement. Donc, pro, t'entends SCI ou... SCI, oui, mais après, c'est une logique globale. C'est-à-dire, si par exemple, tu as un taux d'endettement à 50%, que tu vas voir un banquier pour lui dire, ouais, mais regarde, j'ai fait une SCI avec moi-même, avec ma SAS, dans laquelle il n'y a rien, il va te regarder, il va te dire, pour moi, tu restes un particulier, donc je vais quand même regarder ton endettement à toi. Mais si tu es un entrepreneur, que ta SAS génère de la thune, et que tu crées une SCI en fait pour réinvestir l'argent, le cash flow, enfin le cash excédentaire de ta SAS, là c'est une autre logique. Là il va falloir en fait aller voir un conseiller pro qui sait lire un bilan d'entreprise et qui va te financer. C'est pas la même logique. Donc oui, il y a des solutions. Non, je vais pas te dire que c'est exactement la même chose, que tu peux enchaîner comme avant, mais c'est juste qu'en fait les règles du jeu ont un petit peu évolué. Elles sont pas fermées, mais elles ont tout simplement évolué. Et oui, c'est peut-être un petit peu plus difficile. Maintenant, tout est une question de conjoncture économique. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on repart vers une phase de politique monétaire souple, parce que de toute façon, on ne sait pas faire autrement qu'imprimer de l'argent. Et donc, du coup, il faut tout simplement rester ouvert, étudier la macroéconomie, comment ça évolue au niveau de la BCE, comment ça évolue au niveau de la Fed, et voir si on ne va pas repartir sur une phase de taux négatif, avec des banques qui vont commencer peut-être à s'affranchir de ces règles. Elles commencent à le faire, parce que les règles du HCSF, c'est quand même très récent. Et donc, peut-être qu'elles vont commencer à être un petit peu plus souples. C'est vrai que c'est qu'une phase de cycle, et comme tu dis, il y a vraiment l'avant 2020 où tu as un paquet de personnes qui pouvaient se faire financer à 110% tous leurs biens, et en plus il y avait 2 méthodes de calcul, je crois, de l'endettement par les banques, et en tant que particulier tu pouvais passer à la deuxième si tu démontrais certains aspects, ce qui était très avantageux, alors que maintenant le HCSF fait qu'on ne peut plus utiliser cette méthode. Effectivement, avant on pouvait utiliser la méthode du calcul différentiel. Ouais. Et aujourd'hui, on est sur un calcul du taux d'endettement assez classique et strict, et c'est celle-là qui a été consacrée par le HCSF. Forcément, si ton bien génère un excédent de trésorerie, si tu passais par le calcul différentiel, c'était très avantageux. Au final, ton taux d'endettement maximum n'était jamais atteint. Aujourd'hui, c'est plus possible avec ce taux d'endettement, ce calcul du taux d'endettement classique qui a été consacré. Bon, il est très vite atteint, au final, ton taux d'endettement quand tu as un revenu classique à 2000, 2500 euros par mois. Si tu peux t'endetter à 300 000 euros, c'est bien le maximum. Même si ton bien génère un excédent de trésorerie. Et là, j'ai l'impression que y a quelques banques, en fait, qui commencent un peu à s'affranchir, qui commencent à lire, en fait, les règles du HCSF, qui nous expliquent qu'on peut avoir des dérogations. Donc, elles essayent, en fait, d'utiliser un petit peu plus ces dérogations auxquelles elles ont droit, en fait. Donc, aujourd'hui, je suis un particulier, je gagne, on va dire 2000 euros par mois. Pour l'instant, j'ai une capacité d'endettement qui est vierge, qui est neutre. J'aimerais enchaîner les biens dans l'immobilier, faire comme toi. Tu recommanderais de direct partir en pro ? Ça dépend de l'objectif. Moi, tu vois, par exemple, je veux m'expatrier. Je vais pas m'enquiquiner avec des structures commerciales, des SCI, etc. Ouais. J'ai tout fait en pro et j'ai tout fait en perso et j'optimise tout en perso. Même ma SASU aujourd'hui, elle est à l'IR. Donc voilà, tout ça, moi, en fait, vu que j'ai commencé en nom propre et en perso, j'optimise tout en perso. Mais si quelqu'un me dit, moi, je veux rester en France, j'ai une société où j'envisage d'être entrepreneur, j'envisage en fait de réinvestir mon cash entreprise dans un patrimoine immobilier, là oui, ça fait sens de partir directement en pro et de pas s'enquiquiner avec du LMNP, par exemple, ou du nom propre. Qui peut changer très rapidement. En plus, qui peut changer très rapidement. Aujourd'hui, on a une espèce d'instabilité réglementaire sur le nom propre. Donc voilà, en fait, ça dépend vraiment des objectifs. Les gens, ils viennent souvent me voir et me disent, mais Tania, est-ce qu'il faut créer une SCI ? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi ? La réponse D. C'est toujours la même chose. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. En fait, il n'y a que des réponses qui sont adaptées à sa situation. D'où l'intérêt de se faire accompagner par des professionnels, en fait, qui vont t'accompagner sur ta situation et étudier, en fait, n'importe quelle option en fonction de tes objectifs. Donc ça, c'est pour le financement. Imaginons qu'on a réussi à passer cette partie du financement. Comment, en général, c'est plutôt avant la partie que je veux dire. Comment on trouve les biens immobiliers qui nous permettent d'être rentables, justement, qui nous permettent aussi de pouvoir enchaîner d'autres opérations. Parce que si on fait une opération et que d'entrée, ça nous demande un effort d'épargne de 500-600 euros par mois, on est plombé pour tous les autres. Comment toi, tu trouves ces biens-là ? C'est quoi tes critères ? En fait, il faut distinguer le bien immobilier de son mode d'exploitation. C'est deux choses différentes. Et en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont pas clairs là-dessus, qui vont nous parler d'immobilier à haut rendement, alors qu'en fait, c'est pas l'immobilier qui est à haut rendement, c'est le mode d'exploitation qui est à haut rendement. Un bien immobilier, c'est un bien immobilier. Mais dans un appartement qui fait un T3 ou un T4, par exemple, tu peux faire la location courte durée, tu peux faire la location longue durée, tu peux faire de la coloc, tu peux faire des personnes morales aussi, tu peux trouver un locataire personne morale.
avec des conditions inhérentes en fait à des contrats professionnels. Et en fait, c'est pas du tout le même mode d'exploitation. Et il y a des modes d'exploitation qui vont être certes plus rémunérateurs, mais qui vont peut-être générer plus de gestion. Et il y a des modes d'exploitation qui vont être moins rémunérateurs, mais aussi avec moins de gestion. Et en fait, ça va clairement dépendre en fait de ce qu'on veut faire. Il faut être clair là-dessus avant de se dire ok, quel bien immobilier je vais chercher. Donc moi, j'ai pas vraiment de méthode à recommander. En tout cas, moi, vers quoi je m'orienterais aujourd'hui, je préférerais déjà l'immobilier à l'étranger, mais pour d'autres raisons. Mais par exemple, je sais qu'aujourd'hui, la gestion, ça me saoule. Malgré toutes les optimisations que j'ai pu faire en location courte durée, j'aspire aujourd'hui à plus de tranquillité. Je serais davantage, par exemple, à la recherche de biens alloués à des personnes morales. Et ça existe par exemple des biens immobiliers d'habitation qu'on peut aller louer à des personnes morales, ça peut être soit des associations, soit des entreprises. Et là, effectivement, il faut, entre guillemets, se plier aux exigences des entreprises. Et en fait, il existe des entreprises qui ont des besoins en fait de location, qui ont des besoins d'hébergement pour leur personnel en mobilité. Et en fait, elles vont se situer dans certaines régions, dans certaines villes. Elles vont avoir un espèce de cahier des charges. Donc moi, par exemple, naturellement, aujourd'hui, si tu me dis, Tania, t'as pas d'autre choix que d'investir en France, ok, je vais aller voir quel est le locataire le moins chiant et qui va me payer le plus, et je vais aller tout simplement me plier à ces exigences. C'est ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, dans des régions portuaires, où il y a des gros chantiers portuaires. Il y a des entreprises, en fait, qui ont besoin de faire venir du personnel en mobilité. Elles vont chercher des maisons, elles vont chercher des appartements qui sont meublés, avec une machine à laver, avec une place de parking, avec que ça fasse telle surface, parce que comme ça, au moins, le salarié, il est content, il va rester là quand même un certain nombre de mois. Je me dis, ok, je vais faire ça. Je vais peut-être investir dans ce type de bien, et puis après on se met d'accord sur un bail 369 par exemple, qui est extrêmement verrouillé. À ce type de bail, c'est ceinture, bretelles et parachute. Donc, ça a beaucoup d'avantages, ça stabilité, énormément, exactement. Ouais. Et on peut négocier aussi, par exemple, de faire payer la taxe foncière aux locataires. Donc à partir du moment où on est sur des contrats pro, tout est permis. Certains travaux d'ailleurs qui leur reviennent. Exactement. Donc moi, si aujourd'hui, si tu me poses la question, qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui, je te réponds ça. Parce que toi, le facteur que tu veux optimiser aujourd'hui, c'est vraiment la tranquillité d'esprit versus le reste, quoi. Complètement. C'est la longévité, la passivité, le fait d'avoir la paix et en encaissant tout simplement. Donc c'est vrai que moi j'ai envie de m'orienter un petit peu plus vers ce genre de bien, mais parce que je suis sur une deuxième partie de carrière immobilière. Ouais. Et moi j'entends qu'au début, des gens qui se lancent, ils ont envie de faire beaucoup de cash tout de suite, et c'est ce que j'ai fait. Et donc forcément là, en fait, je vais aller chercher des biens immobiliers où je vais avoir le prix au mètre carré le moins cher possible à l'achat, pour en tirer le prix au mètre carré le plus cher possible à la location. Et en fait, c'est cette dichotomie qu'on recherche entre prix à l'achat au mètre carré et prix à la location au mètre carré. Et voilà, il y a plein de secteurs comme ça en France, en fait, où on va avoir des prix à l'achat qui sont pas élevés et où on peut tirer des prix à la location qui sont élevés, que ça soit en location courte durée ou pas d'ailleurs. Et donc, c'est souvent la location courte durée ou la colocation qui va répondre à ces critères au final. En fait, voilà, ça fait partie des stratégies ça fait partie des modes d'exploitation les plus rémunérateurs. Il y en a d'autres. Il y a aussi l'immobilier atypique, par exemple, qu'on peut évoquer. Et ça, c'est adapté en fait à des. Alors après, c'est peut-être un cliché, il y a des gens qui vont continuer à faire ça toute leur vie, mais je pense que c'est adapté à des premières parties de carrière immobilière où en fait, on est tout feu tout flamme, on n'a pas d'oseille, on a le couteau entre les dents et on a envie de faire du cash et on le fait tous et c'est normal, il faut bien commencer quelque part. Et une fois qu'on a commencé, qu'on a fait sa thune, qu'on a fait un petit peu son gras, qu'on a construit son patrimoine, après on passe, on devient grand. En tout cas, moi je le vois comme ça et j'entends que d'autres personnes le voient différemment, mais moi en tout cas je le vois comme ça. Maintenant voilà, j'ai fait mon patrimoine, j'ai fait un peu d'oseille, ok, j'ai envie de faire autre chose en fait maintenant. Et maintenant que en fait c'est lancé, moi je vois vraiment l'immobilier comme ça, comme un tremplin. Ouais. C'est en fait l'endettement en France, c'est un cadeau, c'est un tremplin qu'on utilise et une fois qu'on l'a utilisé, on peut passer sur autre chose parce que l'immobilier c'est quand même quelque chose de très chronophage et d'assez énergivore. Il y a plein de contraintes, c'est pas la panacée. Donc à un moment donné, on cherche en fait les optimisations pour tout simplement avoir la paix et tout en encaissant. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'en fait, ce que je dis souvent, c'est que si tu me donnes 100 000 euros en cash et que j'ai pas le droit d'emprunter, en fait, jamais la vie, je vais aller acheter un appartement avec ces 100 000 euros, je vais les investir en bourse, tout ce que tu veux, parce que c'est 10 fois plus passif, t'auras des meilleurs rendements, etc. Mais l'immobilier, il y a l'effet de levier et c'est ce qui permet du coup de faire ce tremplin comme Absolument. Tu dis. Le principal intérêt de l'immobilier, selon moi, aujourd'hui, réside dans cet effet de levier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir qui disent, mais j'ai ce pactole en euros, je vais investir dans l'immobilier. En fait, tu ne vas pas t'enrichir de cette façon, tu vas tout simplement transformer la nature de ton patrimoine, qui va passer en fait de cash, qui certes ne génère rien pour l'instant, à un bien immobilier qui va certes générer un rendement, mais qui va aussi lui aussi être soumis à certaines fluctuations et qui va en plus te générer de la gestion. Parce qu'un bien immobilier, on en est indéfiniment responsable. Et on nous fait tout un flanc en fait avec les risques des marchés financiers, mais sur les marchés financiers, on peut perdre la totalité de sa mise.
le bien immobilier, on peut venir nous chercher de l'argent qu'on n'a pas. Ouais. On peut perdre plus que sa mise en immobilier parce que il y a la fiscalité qui s'applique, il va y avoir les taxes, il va y avoir les charges, il va y avoir énormément de choses et on est responsable à tout jamais en fait de ce bien immobilier. Et ça, on oublie trop de nous le dire. J'ai l'impression que quand même cette gestion, t'es un peu dégoûté de la gestion parce que maintenant t'essaies de maximiser ta tranquillité. C'est pas que je suis dégoûtée, c'est que je suis complètement au clair avec ce que ça représente. Ouais. Et je pense que je suis quelqu'un qui a été assez transparente avec toutes les galères que j'ai eues pour avoir ce discours de réalité, quoi. Et j'ai pas peur, en fait, de le dire. Et ça n'enlève rien à mon sens, à mon honnêteté, et ça n'enlève rien à mon expertise de dire, bah oui, c'est chronophage et c'est énergivore. Ouais, En fait, il n'y a aucun repas gratuit dans le monde de la finance et de l'investissement. Tout a un inconvénient. L'inconvénient de l'immobilier, faut bien qu'il y en ait un, et ben c'est la gestion. L'implication, ratio rendement implication. Voilà, je veux dire, oui, on peut emprunter à 110%. Enfin, je veux dire, quand on parle de taux de rendement interne, ce dont personne ne parle, personne ne parle de taux de rendement interne. Le taux de rendement interne de l'immobilier avec levier, avec le crédit, il est complètement dingo. Ouais. C'est des taux de rendement interne qui sont explosés, ça n'existe pas, quoi. Alors, faut bien qu'il y ait une contrepartie à ça. La contrepartie, c'est la gestion. Et tu penses que même en déléguant cette gestion, toi, du coup, t'as pu essayer et ça t'a pas satisfaite Tout dépend de la qualité de la délégation. Tout dépend de la personne à qui on délègue. C'est toujours pareil, en fait. On est toujours dépendant des humains quand on est dans l'immobilier. Voilà, on délègue à qui? On délègue pas à des robots encore. C'est pas encore arrivé, malheureusement. On délègue à des humains. Est-ce que tu peux nous raconter quelques-unes de tes pires expériences, anecdotes qui a pu t'arriver dans l'immobilier pour en arriver à cette conclusion? Ah oui, j'en ai plein. Je pense que la meilleure en date, c'est la plus récente et qui m'a valu une certaine visibilité médiatique. C'est le GIGN qui a saccagé l'un de mes logements pour aller chercher un otage qui n'était pas là. Et j'en ai eu pour plus de 20 000 euros de dégâts. Donc ça, c'est cool. On découvre la procédure qui va avec, qui au passage est complètement scandaleuse et absurde, parce qu'en fait, on demande au tiers à la procédure, donc c'est comme ça qu'on s'appelle, c'est-à-dire en fait on est des gens à qui on n'a rien demandé, littéralement, qui sont pas responsables et qui ne sont impliqués ni de près ni de loin dans cette affaire. On demande en fait au tiers à la procédure d'avancer la totalité de la somme. Sauf que quand c'est juste, en fait la majorité des gens qui sont tiers à la procédure, c'est juste des gens à qui on a cassé une fenêtre ou une porte. Moi, on a saccagé mon logement. C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchaient un otage dans ton immeuble et ils ont défoncé l'appart et ils ont toutes les portes explosé. Ok. Toutes les portes, plusieurs fenêtres, volets roulants, etc. Pour plus de 20 000 balles de dégâts, quoi. Et en fait, Mais pourquoi ton appart Ils ont fait tout l'immeuble, en fait. C'était. Voilà, okay, il est soupçonné d'être là. Ils avaient probablement peut-être des raisons de le croire, j'en sais rien, mais en tout cas, ils soupçonnaient d'être là, mais ils étaient pas là, il y avait personne. Il y avait des locataires, les pauvres d'ailleurs, mais ah ouais. ouais. Qui étaient genre en vacances comme ça. Ils étaient là en déplacement, enfin pas en vacances, mais ils étaient là en déplacement parce que moi j'ai beaucoup de clientèle professionnelle et ils se sont fait soulever par le GIGN 15h l'après-midi. Alors ils devaient être contents du résultat. Eh ben non, j'ai dû les rembourser, mais après bon, ils étaient compréhensifs, ils savaient que j'y étais pour rien, mais ouais, ça fait partie des grosses galères que j'ai eues. Puis après bon, j'en ai eu d'autres, j'ai eu un peu tout. J'ai eu quoi? J'ai eu la personne qui est décédée dans l'appartement à côté. Et mon appartement qui était en location courte durée, du coup, était, subissait les odeurs de l'appartement d'à côté où il y avait une personne qui est seule, en fait, qui est morte. Et en fait, cette personne, c'est une personne âgée, personne n'avait... il a fallu 2-3 jours, en fait, pour se rendre compte qu'elle était décédée. Et c'est moi qui l'ai remarqué, du coup, parce que mes locataires gueulaient en location courte durée. Et voilà, il y avait des odeurs pestilentielles. Et en fait, ils me disaient ça venait des égouts. Moi, réflexe primaire, je fais venir mon plombier. Mon plombier, en fait, il est arrivé en même temps que les médecins légistes. Donc, il me dit... il arrive devant la porte, il m'appelle, il me dit « Non, mais en fait, t'inquiète, il n'y a pas de problème dans ta plomberie. » Je suis t'es même pas rentré. Il me dit « Non, mais je peux pas rentrer, en fait, il y a les médecins légistes. » Je fais « Ah, d'accord. » Donc voilà, ça c'était folklorique aussi. Puis après, j'ai eu un peu tout. J'ai eu les malfaçons, j'ai eu les retards de travaux, j'ai eu des dégâts des eaux, j'ai eu tout, quoi. Après, les dégâts des eaux, retards, malfaçons, c'est quand même des problèmes assez plus communs, mais j'avoue que le GIGN et l'autre souci, c'est quand même plus atypique, même après, pour les personnes qui ont... oui, mais ça dépend de la malfaçon. Moi, si tu veux, j'ai eu la malfaçon où les artisans m'ont monté les fenêtres à l'envers. Ah oui, ok, ouais, d'accord. On est quand même dans la malfaçon originale, tu vois. C'est pas la malfaçon où ce truc il est mal fait, il va pas tenir. Non, c'est la fenêtre, je l'ouvre comme ça. Ouais, pas comme ça, comme une fenêtre normale.
Je sais pas à quel moment ils se sont dit que c'était normalement posé, mais voilà, c'était n'importe quoi. Et donc voilà, ce genre de malfaçon relou, quoi. Parce qu'il faut refaire le bâti, il faut tout refaire, quoi. Bah, je pense que là, d'entrée, tu t'amènes un peu beaucoup de réalité d'un coup, dans le monde de l'immobilier pour ceux qui... Parce qu'une personne qui a jamais investi, là, qui écoute ou qui regarde, je pense que ça va... Oui, bah après, il y a des choses où en fait c'était des erreurs bêtes, il y a des choses c'est pas de chance, comme la personne qui décède, comme le GIGN, etc. Et puis après, il y a des choses où en fait, il y a des moyens en fait plus ou moins, on va dire fiables, d'éviter ce genre de situation. Moi, les malfaçons avec les fenêtres montées à l'envers, c'est tout simplement parce que j'étais à des kilomètres de mon chantier, j'avais pas mis de maître d'œuvre sur le sujet, et je me suis imaginé que je pouvais le gérer à distance. Alors bon. Plus compliqué. C'est plus compliqué. Ça peut marcher, hein. Il y a des gens qui le gèrent à distance avec des process très carrés et des artisans avec qui ils ont vraiment une relation de confiance. Bon, moi, voilà, j'ai une relation de confiance qui a été trahie. Donc, forcément, là, c'est plus compliqué. Donc, j'ai attaqué ces gens. J'ai réussi à récupérer un peu d'argent de leur part parce que quand tu reçois une assignation au tribunal, ça fait réagir en général. C'est sûr. Mais est-ce qu'au final, c'est pas ça la bonne approche à avoir en immobilier, de se dire, voilà, pour débuter avec cet effet de levier, je sais que c'est le seul investissement qui peut me permettre en fait de mettre un vrai coup d'accélérateur. Je sais qu'en fait, je suis conscient que j'aurai forcément, même si je fais les choses bien, à un moment ou à un autre, j'aurai une emmerde quelque part. Oui. Et je l'accepte. Et Absolument. je me tiens prêt à réagir pour régler ce problème parce que dans tous les cas, je pourrais pas l'éviter, quoi. Exactement. En fait, c'est une question de confiance en soi. C'est un peu comme tout dans la vie. Parfois, il y a des gens qui se disent mais moi, je veux pas me lancer dans une relation amoureuse parce que j'ai peur de me faire trahir, j'ai peur de me faire tromper. Et en fait, on peut pas avoir 100% confiance en l'autre, c'est impossible. Par contre, on peut avoir 100% confiance en soi pour y arriver, pour se sortir de là si jamais ça tourne mal. Pour l'immobilier, quelque part, c'est un petit peu pareil. C'est en fait, ok, j'ai conscience que je me lance dans une aventure. Il va peut-être m'arriver des dingueries. Peut-être qu'il va rien m'arriver, hein. Mais en tout cas, j'accepte mon destin de, ok, il va se passer des choses. À mon sens, c'est inévitable. On va forcément avoir quelques galères, quelques imprévus. Ça fait partie du métier, parce que l'immobilier, voilà, on parle quand même de bâti, on parle d'humain, on parle de travaux, on parle de financement, on parle de fiscalité. Donc à partir de là, il va se passer des choses. C'est sûr. Un chantier, c'est un Kinder Surprise. On connaît l'enveloppe, on sait pas ce qu'il y a dedans. Vous pétez un mur, on sait pas ce que vous allez trouver derrière, hein. Donc voilà. Et c'est pour ça que l'immobilier, c'est souvent aussi un bon premier pied dans l'entrepreneuriat pour certaines personnes, parce que c'est un peu pareil, l'entrepreneuriat, c'est juste résoudre des problèmes toute la journée, quoi. C'est ça. Et ça peut coûter cher, donc oui. Il faut être préparé là-dessus. Ça me permet de faire un gros disclaimer, c'est tous ceux qui parlent d'immobilier sans épargne, sans argent, sans apport, pour moi c'est un peu criminel. C'est inconscient. Enfin, le simple exemple que je peux donner, c'est celui qui m'est arrivé, c'est que si j'avais pas 20 000 euros de côté pour réparer en fait mes appartements et les remettre en service suite à l'intervention du GIGN, j'aurais été en vraie galère. Comment j'aurais fait en fait? Un crédit. Je me serais peut-être réendettée avec un crédit conso qui coûte cher. Ouais, très cher. Donc je veux dire, c'est pas réaliste en fait comme situation. Ouais. Bon il faut pas confondre en fait le sans apport, le sans apport et le sans épargne. Ouais. Épargne de sécurité, ça c'est toujours la priorité. Indispensable. Plus on a un patrimoine immobilier qui est gros, plus on doit avoir une épargne de sécurité qui est grosse. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, on est indéfiniment responsable de son bien. Une chaudière qui pète. C'est son cash flow qui prend ou c'est son épargne. Il n'y a pas 36 solutions. Super intéressant. Si maintenant on part sur ta stratégie plus globale d'investissement, bon, l'immobilier on a compris que c'était quand même une bonne partie, mais maintenant tu avais quand même plutôt vocation à essayer de le rendre plus passif. Comment tu structures un peu ça aujourd'hui? C'est quoi la stratégie? Tu continues d'investir en bourse, en crypto-monnaie? Bien sûr. L'immobilier c'est un pilier. En fait, moi je vois les choses à travers un triptyque qui est constitué par le levier, donc l'immobilier, le capital et le rendement. Et le capital est au sommet du triptyque de l'enrichissement. Donc le capital, c'est la chose la plus importante qui soit devant le levier et devant le rendement. Parce que si tu n'as pas de capital, tu n'as ni levier ni le rendement. On est d'accord. Ton levier, tu vas l'obtenir sur quelque chose. Comme on le dit, un levier, ça s'enclenche pas tout seul. On fait levier sur son capital futur ou sur son flux de capital, à savoir son CDI. Ou son salaire, ou son travail, peu importe. Donc c'est la chose la plus importante. Aujourd'hui, moi je me concentre effectivement sur le capital. Pourquoi? Parce qu'effectivement aujourd'hui je suis entrepreneuse. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est générer du capital, soit pour aller solliciter plus de leviers, soit pour avoir un résultat de mon rendement qui est plus intéressant. Donc l'immobilier
j'ai coché la case parce que je suis allée au maximum de ce que je pouvais faire pour l'instant. Là, je me concentre sur mon entreprise et effectivement, je continue la bourse et le Bitcoin parce que je suis plutôt Bitcoin et pas crypto. Ouais, ça, on va aussi en parler. C'est marrant cette stratégie, ça me fait penser à, et dans le podcast, il y avait Maud et Laurent Boutier qui étaient venus ici, je sais pas si tu as vu sur les réseaux, et ils disaient que leur stratégie, c'était générer du capital via leur entreprise pour pouvoir faire plus de levier via l'immobilier et pour pouvoir ensuite réinvestir dans des actifs du type la bourse, etc. C'est quelque chose qui est commun à énormément d'investisseurs, parce qu'en fait, si on essentialise tout, peu importe ce qu'on va faire en finance ou en immobilier ou en ce que tu veux, ça va forcément tomber sur l'un de ces 3 leviers. C'est juste, sur un de ces 3 piliers. C'est une logique plus ou moins implacable quand même. Tout part du capital. Et globalement, sur la stratégie d'investissement, toi, tu dirais que la diversification, c'est important d'aller forcément sur plusieurs classes d'actifs, ou est-ce qu'une personne peut faire que de l'immobilier, que de la bourse, être concentrée, quoi? Ça dépend de son capital. Toujours le capital à la base et tout. Mais bien sûr, mais en fait, quelqu'un peut très bien me dire, mais moi je fais 0% d'immobilier. D'accord, mais si tu peux te permettre de ne pas avoir cet accélérateur, comment tu vas le combler? J'ai un gros capital. Ok, fais pas d'immobilier. On n'est pas obligé. Hein. Moi je dis souvent, l'immobilier, c'est la carte du pauvre. Parce qu'en France, on a cette possibilité-là. Les gens qui sont pas nés riches et qui viennent de la classe moyenne, voire même de la classe populaire, elles ont pas de capital dans la vie quand elles commencent. Donc elles vont aller solliciter du levier. Si quelqu'un me dit mais moi je veux pas faire du levier et je peux combler en fait la perte de cet accélérateur, de ce tremplin qu'est l'immobilier, grand bien lui fasse. Moi j'ai rien à dire là-dessus. Mais s'il peut pas, il accepte qu'il sera peut-être riche dans 80 ans. C'est son problème après tout. Ou alors il me dit ouais mais non, moi je vais créer une boîte et je vais tout exploser au niveau de mon capital en créant ma boîte. Ok, let's go. C'est vrai que en ce sens je comprends la logique de certains entrepreneurs avec qui je discute des fois qui me disent en fait pourquoi j'irais faire l'immobilier, mon coût d'opportunité à aller passer des heures à faire l'immobilier vs travailler sur ma boîte est quand même moins fort. Je suis tout à fait d'accord. Moi par exemple, je me suis lancée en immobilier quand j'étais salariée parce que ça faisait sens. C'est clair qu'aujourd'hui, plutôt que d'aller m'acharner à aller convaincre des banques de me suivre alors que mon taux d'endettement il est dégommé, que je me paye pas avec ma boîte parce que je suis en SASUIR, les gens ils savent même pas ce que c'est une SASUIR, va leur expliquer. C'est atypique. Vraiment la flemme. Donc oui, moi je pense que mon temps est mieux utilisé à aller optimiser ma boîte, développer mon entreprise qu'à aller m'endetter sur un bien immobilier à la con où en fait le chiffre d'affaires que je vais faire est plus élevé que le bien que je vais acheter. J'ai choisi cette voie aujourd'hui. Et sur la partie bourse, comment t'investis aujourd'hui parce que est-ce que tu continues de faire du stock picking, c'est-à-dire d'aller trouver des entreprises que tu juges par exemple sous-évaluées, etc. Ou est-ce que tu fais plutôt du simple DCA ETF Je suis plutôt stock picking. Ok. Pour être honnête, c'est pas forcément la meilleure solution et j'en suis tout à fait consciente, mais c'est très personnel. J'ai toujours tout est une question de profil investisseur et moi la centralisation, les indices où ils mettent un peu ce qu'ils veulent dedans, ça me convient pas. Maintenant, je suis complètement consciente et réaliste sur ce sujet-là et c'est ce que je dis à mes clients. Un ETF, c'est la solution de l'humilité, c'est la solution de la facilité et c'est pratique. C'est pas cher au final aujourd'hui les ETF, c'est très simple d'investir via un ETF. Et donc c'est moi ce que j'applique à moi, je le recommande pas forcément aux autres. Je suis quelqu'un d'assez posé et réfléchi pour dire c'est mon profil, il est comme ça. Je vous oblige pas du tout à le partager. Moi, ce que je veux, et c'est d'ailleurs le sens de mon produit aujourd'hui, parce que je forme et j'accompagne les gens, c'est je vous donne toutes les cartes en main pour que vous puissiez élaborer votre propre stratégie, vos propres thèses d'investissement et composer vous-même votre portefeuille pour que ça vous corresponde à vous et pour pas que vous copiez bêtement en fait une stratégie de quelqu'un d'autre. Mais du coup, moi, effectivement, les ETF, j'arrive pas. J'arrive pas, j'aime pas ce côté trop centralisé. J'aime pas c'est pas que c'est trop passif. Moi j'aime la passivité. C'est pas ça. C'est juste que j'aime pas maîtriser pleinement ce que je fais en fait. Et j'ai l'impression en fait en faisant un ETF que je vais pas maîtriser à 100% ce que je fais. Que t'as pas le contrôle sur le choix de ce qui est à l'intérieur. C'est ça, j'ai pas le contrôle, j'ai pas la confiance non plus. Il y a un risque malgré tout de centralisation, donc risque systémique et tout ce qui s'ensuit. Bon, c'est vrai que c'est des très grosses boîtes. Si elles tombent, effectivement on est grave dans la merde, donc j'en suis consciente. Mais voilà, encore une fois, c'est très personnel et c'est surtout que moi je suis pas très PEA. La majorité des gens se sentent très malins parce qu'ils investissent via des ETF sur PEA. Il y en a beaucoup qui savent même pas qu'ils investissent en fait sur des ETF synthétiques. Réplication synthétique, ils en ont aucune idée en fait. Et donc du coup, si c'est pour me faire chier en fait avec ça, autant aller sur un CTO. Et je vois pas l'intérêt du coup. Après, c'est très personnel, voilà. Parce que toi, du coup, t'es plus team. De toute façon, vu que tu vises à terme l'expatriation, tout ce qui est avantages fiscaux, PEA, etc. Voilà, toutes les enveloppes fiscales franco-françaises, je m'en fiche. PEA, assurance vie,
tout ça, ça me passe au-dessus. Donc c'est vrai que je suis très CTO. Ouais. Et sur la stratégie sur le CTO, t'es plus en te disant, en fonction du cash que j'ai, je vais aller chercher les entreprises sous-évaluées, ou tu fais chaque mois un peu de DCA sur... Je vais chercher des entreprises qui, à mon sens, sont sous-évaluées. Ok. Mais comme j'ai un certain âge, quand même, j'ai pas 18 ou 20 ans, donc j'ai pas la même stratégie, en fait, qu'une personne qui en a 30-40 et qui a envie d'être libre très rapidement. Donc c'est vrai que oui, je vais chercher des entreprises qui sont sous-évaluées, qui donnent pas encore de dividendes, dans lesquelles je crois, etc. Mais ça, c'est seulement une partie de mon portefeuille. Moi, j'aime bien après les boîtes qui étaient là avant que j'existe et qui seront probablement là après que je ne sois plus là. Des valeurs sûres. Ouais, voilà, des boîtes chiantes. Ouais. J'aime bien les boîtes boring comme ça. C'est ce que dit d'ailleurs toujours Warren Buffett, Benjamin Graham, etc. Les boîtes chiantes en général, c'est souvent des bonnes opportunités. Ouais, voilà, des trucs où il n'y a pas vraiment de surprise, quoi. Mais voilà, après j'essaye de diversifier un petit peu à ce niveau-là. Mon portefeuille, il n'est pas encore, à mon sens, pleinement il est pas. Comme tu le voudrais. Voilà, il y a des choses encore qui vont être modifiées. Mais c'est vrai qu'à terme, pour moi, un portefeuille d'investissement, c'est comme un savon. Moins on l'utilise et mieux c'est. Parce que plus on va le trifouiller, plus il va se réduire. Donc pour moi, je le vois vraiment comme quelque chose de très passif qu'on vient pas toucher tous les mois, quoi. Très clairement. Surtout qu'entre le faux mot de se dire manquer une opportunité, en plus à chaque fois qu'on fait les ajustements, les frais de transaction qui passent par là, parce que les courtiers ils se gavent de partout. C'est clair. Donc moins on en fait, mieux c'est des fois. Exactement. Et moi je vois ça vraiment comme quelque chose qui doit traverser les âges, les crises, les cycles. Donc voilà, c'est pour ça. Après ça met du temps. Moi ça fait que quelques années. Quand je dis on est en 2025, mon portefeuille il a 5 ans. Ouais. Il est encore en phase de construction. Peut-être d'ici quelques mois ou quelques années, là, il ressemblera vraiment à ce que je veux et je pourrais le laisser vivre et faire un dessert. Et du coup, toi, pour l'instant, tu privilégies plutôt le Bitcoin au-dessus de la bourse. Oui. Alors, pas au-dessus. C'est différent. Ok, c'est différent. La bourse, pour moi, c'est tout simplement un moyen de placer son capital pour avoir un rendement. Ok. Le Bitcoin est une mesure de protection de mon capital. Ça n'a rien à voir. Ok, tu le vois vraiment comme une réserve de valeur, au même titre que l'or, que ça l'était, ou que ça peut l'être encore pour certains. Exactement. Et pas forcément une valeur refuge, parce que c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, c'est vrai que... Alors après, ça dépend de son contexte géopolitique. Il y a des pays où, en fait, ils étaient bien contents d'avoir le Bitcoin. Ouais. Je pense aux Libanais, je pense aux Afghans, par exemple. Dans plein de pays d'Afrique, etc. Exactement. En fait, dire que Bitcoin est inutile aujourd'hui en termes de valeur refuge, c'est être très ethnocentré. Donc, j'aurais pas cette impertinence-là. Mais effectivement, pour moi, Bitcoin est une mesure de protection de mon capital. Donc, ça constitue une réserve de valeur. Il n'y a pas de rendement sur Bitcoin. Donc, c'est pour ça que je le compare pas à la bourse. C'est deux choses complètement différentes. C'est une logique différente. C'est comme si tu me disais... l'or est au-dessus de la bourse. Non, c'est différent. Et ben pour moi, en fait, Bitcoin partage des caractéristiques similaires avec l'or. Avec l'or, ok, oui, dans le sens où réserve de valeur, valeur refuge, etc. Voilà, c'est ça, sur la rareté, sur la supply, sur plein de choses. Et du coup, sur les crypto-monnaies, t'as une conviction dans l'écosystème, dans la valeur Bitcoin, ou même dans toutes les crypto-monnaies globalement Bitcoin n'a rien à voir avec le reste. Ok, ouais, tu différencies Bitcoin et tous les autres où tu sais que la plupart... Fondamentalement, Bitcoin est différent. C'est pas moi qui le dis, c'est c'est un consensus plutôt global. Alors chez les Bitcoiners en général, mais dans l'écosystème aussi, Bitcoin a, on va dire, une valeur fondamentale qui est en fait tout simplement, ça a une fonction de réserve de valeur. Il a des caractéristiques qui sont extrêmement utiles et intéressantes et qui font sa valeur, qui sont l'inconfiscabilité, la résistance à la censure, la rareté, etc. Et en fait, voilà, ça a une fonction comme d'or numérique, en fait. Alors que le reste des cryptos, ça avait des technologies qui vont potentiellement régler des problèmes, mais on ne sait pas quoi encore. En fait, c'est une phase d'innovation intense, ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau crypto. Et ça n'a rien à voir, à mon sens, avec Bitcoin, qui a déjà son use case. Ouais. Alors qu'on prend le use case du reste, c'est intéressant, il se passe des trucs, il y a de l'innovation, mais pour l'instant, ça n'a pas changé ma vie. Ouais. Et ça n'a potentiellement pas changé la vie de grand monde, quand on sort du use case de l'enrichissement. Donc après, voilà, ça c'est mon parti pris. Mais faudra m'expliquer où est-ce que j'ai tort. Mais après, voilà. Le débat est ouvert. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Pas forcément avec toi, mais je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec ça. Ouais, sur ça. Après, moi, je respecte cette espèce de sérendipité qui est en train de se passer au final. On va en fait probablement trouver quelque chose qui est hyper utile et qui est hyper intéressant à force de développer des trucs. Il y a une innovation majeure qui va sortir. Mais pour l'instant, il y a rien de très concret au final. Et en fait, c'est ça la différence entre Bitcoin et les cryptos. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est encore mal connu. Il y a une mauvaise image aussi que l'écosystème se traîne, parce que voilà, faut dire la vérité, c'est un peu un casino à ciel ouvert. À part le use case du trading, il n'y a pas grand chose qui est sorti du monde crypto, malheureusement. Et ça porte énormément préjudice au secteur, je trouve. Je
suis 100% d'accord avec toi, mais même, tu vois, j'écoute régulièrement des personnes qui sont plutôt branchées tech, Web3, etc., justement la blockchain, et même eux, ils disent vraiment qu'il y a le Bitcoin, que c'est ça a fait ses preuves, c'est la réserve de valeur, c'est les fondamentaux, et après il y a tout le marché du Web3, blockchain, crypto-monnaie, etc., où on sait qu'il peut y avoir plein d'applicatifs pour l'avenir, il y a plein de choses qui vont révolutionner tout ça, mais il y a des milliers de crypto-monnaies qui sont listées, et 99% d'entre elles vont faire faillite dans les 2-3 prochaines années, et pour l'instant c'est juste un casino parce que c'est la course à la spéculation, et tant que ça devient pas un marché un peu plus solide, plus sérieux, où il y a vraiment des cas très concrets qui sont utilisés dans la réalité, bah ça restera un peu comme ça, quoi. C'est ça. Et quelque part, c'est un petit peu malheureux parce qu'il y a des choses très intéressantes qui se produisent. Ouais. Mais c'est un petit peu pollué pour le moment. Mais peut-être que le marché a besoin de traverser par cette phase-là pour s'auto-épurer. Et j'ai quand même un petit peu l'impression que sur ce cycle, c'est en train de se produire, qu'on voit en fait à quel point Bitcoin a distancé le reste. Ouais. Je trouve ça très intéressant. Aujourd'hui, tous les crypto-bros, alors c'est horrible de dire ça, mais tous les gens qui étaient full altcoin ramassent sur ce cycle, mais comme on n'a jamais vu. Et c'est vrai que moi, je suis assez contente de cette posture de Bitcoin maximaliste parce que quelque part, en tant qu'investisseuse, ça me réussit. Et peut-être que ça va aussi permettre d'épurer le secteur. On va enfin se concentrer sur la tech avant de se concentrer sur les profits rapides et sur le fantasme du 1000% qui, en fait, porte préjudice, à mon sens, au secteur, alors qu'il y a des choses très intéressantes qui peuvent se passer. Qui peuvent se passer derrière. Hein. Mais c'est vrai que surtout ces crypto-monnaies, en plus, même si on exclut les arnaques, les meme coins, etc., qui valent rien, la plupart, c'est des projets qui sont des startups. Et quand on regarde dans le monde des startups, 90%, elles font faillite. Oui. Elles vont pas jusqu'au bout. Donc déjà, même parmi les solides, on sait que la plupart, elles vont faire faillite. Et en plus, après, il y a tout le marché des cryptos qui ne valent rien. Donc on sait qu'il va y avoir un carnage dessus. C'est alors qu'il y a Bitcoin un peu à côté. Les projets qui arrivent à survivre d'un cycle à l'autre sont minoritaires. C'est une minorité de tokens et de projets qui arrivent à survivre d'un cycle à l'autre. Quand on regarde par exemple celles qui ont performé sur le cycle d'avant, aujourd'hui elles sont toujours éclatées au sol parce qu'en fait il y a des narratifs qui changent d'un cycle à l'autre. Alors avant c'était le métaverse, les trucs comme NFT, ça, les NFT. Bon, aujourd'hui ça va être l'IA, le Dépine, ce genre de trucs. Donc en fait tout c'est très volatile en fait comme secteur et j'espère qu'il va se consolider, on va dire. Mais après bon, quelque part, je me dis, c'est pas plus mal parce que, si tu veux, ce secteur des startups, etc., existait avant. C'est juste qu'il était réservé à on va dire, à une élite. Aujourd'hui, quelque part, l'avantage du secteur crypto, c'est que ça a un peu démocratisé ça. C'est-à-dire, on n'a plus besoin des élites. On va aller chercher des particuliers qui, en fait, vont pouvoir faire un petit peu quelque chose de similaire au private equity. Bon, avec les inconvénients que ça implique, parce que malheureusement, l'élite, les gens qui avaient en fait avant la thune pour investir en private equity, ça se faisait dans les cercles assez privés, ils avaient les moyens de perdre l'argent. Aujourd'hui, on s'adresse à des particuliers en fait à qui on est obligé de mentir pour qu'ils donnent de la thune, et en fait, ils perdent leur thune. C'est ça qui est dommage en fait. Et il y a un vrai carnage d'ailleurs dans ce monde-là. Clairement. Est-ce que Pardon. Non, et en fait, le problème, c'est que ça vient polluer l'image de Bitcoin qui n'a strictement rien à voir avec ça et qui n'a rien demandé. Donc, c'est ça qui est dommage en fait, c'est que c'est des choses qui n'ont rien à voir avec Bitcoin vont quand même impacter sa réputation et retardent en fait l'adoption de Bitcoin. Et c'est ça que je déplore un petit peu. Et est-ce que où c'est que tu places Ethereum dans tout ça? Tu le mets plutôt côté avec tous les autres cryptos ou entre les deux? Pour toi, c'est comme tous les autres? Bien sûr. Il y a Bitcoin et le reste. C'est-à-dire, Ethereum, c'est un fabuleux outil, c'est une super technologie, c'est un bac à sable, ça permet de faire des applications, c'est cool, des contrats intelligents, machin. Ça n'a strictement rien à voir avec Bitcoin qui est une réserve de valeur. Je veux dire, c'est un outil. Ethereum. Ce n'est pas de l'or numérique. Donc oui, pour moi, Ethereum, malgré sa capitalisation, ce n'est pas un critère fondamental. Ça n'a rien à voir avec Bitcoin, bien sûr. Et donc toi, sur le Bitcoin aujourd'hui, donc en crypto, tu investis full Bitcoin et t'es une stratégie, j'accumule? En fait, après, je suis pas non plus sectaire. Je suis une investisseuse. Okay. Donc je suis OK pour diversifier un petit peu... Enfin, pas diversifier, parce que la diversification en crypto, c'est un peu un bullshit, mais pour aller chercher un petit peu de volatilité sur 15-20% de mon portefeuille. Donc sur 15-20% de mon portefeuille, intracycle, j'accepte d'aller sur quelques alts. Et j'ai des critères très stricts sur ma prise de profit. Donc j'ai une prise de profit agressive où en fait, dès que j'ai fait un x2, je retire au fur et à mesure. Et ensuite, je ne garde jamais une altcoin hors cycle en fait, sur plusieurs cycles. C'est hors de question, je m'interdis de faire ça, c'est complètement con. Donc bon, après peut-être que je perds de l'argent, mais bon, il y a quelqu'un de très intelligent qui a dit j'ai fait fortune à force de vendre trop tôt. Donc moi je vais faire pareil. Donc voilà, j'accepte en fait la volatilité sur 15-20% sur certains projets ciblés et voilà, je prends mes profits assez rapidement.
D'un côté, en fait, du coup, t'as tous tes altcoins où t'essaies de profiter des différents cycles, acheter plutôt dans le cycle baissier et prendre tes profits dans le cycle haussier. Exactement. Et ensuite transformer ce capital que t'as réalisé dans du Bitcoin où là, c'est plutôt le long terme. Ah oui, c'est soit je prends mes profits en stable et encore c'est rare, soit je le prends en Bitcoin. Et voilà, donc voilà, par exemple, ce cycle-là, on avait la hype des meme coins. Ouais. Bon, bah, j'ai un peu mangé sur la hype des meme coins, j'ai pris mes profits. Trump les coin. profits, ça va en stable et ça va en Bitcoin. Et voilà, l'idée, c'est de grossir. Voilà. Mais effectivement, j'arrête pas mon dessert en Bitcoin, jamais. Et tu penses que... quelle tendance tu verrais pour le Bitcoin sur les prochaines années? Toi qui as une vraie conviction dessus, est-ce que tu penses que c'est utopique, tous ceux qui disent un jour un Bitcoin à $1 million, etc. Ou est-ce que... Non, c'est pas utopique dans le sens où en fait la rareté sur Bitcoin est quand même assez extrême. On n'aura jamais plus de 21 millions. Si chaque millionnaire sur cette terre voulait un Bitcoin, ça ne serait pas possible. En fait, quand on voit les choses comme ça, on comprend en fait que le potentiel de Bitcoin est très élevé en termes de prix. Donc moi, j'irai pas jusqu'à donner des prix, je sais pas, je m'en fous. Mais en tout cas, je sais que la progression, pour moi, vu les fondamentaux, je la vois pas baisser en fait à court terme, même à moyen terme et même à long terme. Donc là, on a quelque chose de très intéressant qui est en train de se passer. On a quand même la première puissance mondiale qui a annoncé faire une réserve stratégique de Bitcoin. C'est une annonce qui a pour moi été pas assez bien accueillie. Parce qu'en fait, on s'attendait à ce que les États-Unis mobilisent de l'argent frais du contribuable pour acheter du Bitcoin. Ça ne peut pas se passer comme ça dans une phase où en fait on cherche les dépenses inutiles. Et pour moi, ça a été très sage et très smart en fait comme move de dire bon bah on va faire une réserve stratégique de Bitcoin avec les Bitcoins saisis, on va jamais les vendre. Et en fait, ça c'est ce que tout Bitcoiner de base dit. Never sell your Bitcoin. Ne vendez jamais votre Bitcoin. Et Donald Trump, c'est ce qu'il a dit. Donc c'était très intéressant. Et en fait, ça, n'importe quel investisseur en crypto ou en Bitcoin, on aurait rêvé il y a quelques années. Aujourd'hui, on a eu la news et tout le monde est dégoûté. Donc, pour moi, ça prouve en fait que le marché est dans une phase débile et mérite d'être tempéré. Et ça prouve aussi en fait que Bitcoin se dirige en fait vers un actif stratégique qui, pour moi, sera similaire à l'or, à mon sens. Et qu'est-ce que tu penses tout comme l'or un peu, du risque au final de concentration de base? Bitcoin, ça a été créé en disant c'est un peu la monnaie du peuple aussi. Tout le monde peut avoir du Bitcoin, tout le monde peut échanger du Bitcoin. Mais maintenant, si on a des gouvernements qui commencent à accumuler des sommes énormes de Bitcoin, si on a des entreprises comme MicroStrategy dont la seule vocation est d'acheter des milliards de Bitcoin tout le temps, est-ce que ça risque pas en fait à terme sur les 21 millions de Bitcoin qui sont limités, de les concentrer en grande partie sur quelques personnes, quelques gouvernements? Ouais. C'est réel ce que tu dis et ça se voit dans les chiffres où en fait on a des nouvelles baleines qui ont émergé depuis 2024 qui sont en fait les institutionnels qui se sont précipités sur Bitcoin dès lors que l'ETF est sorti parce qu'en fait la régulation a permis de rassurer tous ces institutionnels et on voit en fait que le nombre de baleines a doublé et en fait ces nouvelles baleines ce sont les institutionnels. Et oui, effectivement, ça peut être problématique que Bitcoin soit concentré, non pas au niveau du protocole, parce que quand bien même Bitcoin serait concentré entre quelques mains, on pourrait quand même pas modifier le protocole, c'est une question de minage, de pool de minage, enfin, c'est un peu plus complexe d'un point de vue technique, mais c'est problématique dans le sens où en fait c'est surtout le cours qui pourrait en pâtir. Les fondamentaux, eux, ne bougeraient pas. Mais raison de plus d'en accumuler aujourd'hui en tant que particulier. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que même si on a une concentration qui peut se produire, ça va être un actif vivant qui va être échangé. Il y a un usage de monnaie dans le monde qui existe déjà. Et en fait, ça circule. C'est-à-dire les gens vont dépenser du Bitcoin pour pouvoir mobiliser d'autres fonds, pour pouvoir acheter les choses. Donc, quelque part, à ce niveau-là, je me fais pas trop de soucis. Et je pense qu'on n'y est pas encore dans tous les cas. Bitcoin a encore des années devant lui avant qu'il y en ait, enfin, que la supply maximum soit atteinte. Donc je crois que c'est 2140 que le dernier Bitcoin sera miné. Pas sûr qu'on le voit. Non, mais je veux dire, d'ici là, je pense que de l'eau aura coulé sous les ponts et on a le temps de le faire circuler et peut-être que le cas d'usage de monnaie se sera développé au final. Et c'est ça, en fait, dès que le cas d'usage de la monnaie sera développé, ce sujet de la concentration, pour moi, va être un peu moins problématique. Super intéressant. On va bientôt arriver à la fin de notre échange. Est-ce que... si là il y a une personne qui veut commencer à investir, à se bâtir son patrimoine ou qui a déjà commencé un peu à investir et elle ne sait pas trop encore où aller, bourse, immobilier, crypto-monnaie, etc. Tu dirais plutôt d'aller où sur les 3 prochaines années pour toi? C'est quoi les tendances Faire les 3 en même temps. Les 3 en même temps. Moi, c'est ce que je dis en fait. Il y a trop de gens en fait qui viennent me voir et qui me disent par quoi je commence. Bah, fais les 3. Ils me disent oui, mais je peux pas. Bah si.
Parce que si tu es né pauvre comme moi, eh bien, il va bien falloir te sortir les doigts parce que ça va pas cicatriser comme on dit à l'armée. Donc oui, fais les trois. Vu que tu es né pauvre, tu as du temps et t'as quatre membres, t'as 2 bras, 2 jambes, donc tu te bouges le cul et puis tu te démerdes. Quand t'es sur ton chantier, tu vas regarder une vidéo sur Bitcoin. Le lendemain, t'achètes tes premiers Satoshi et puis après, tu vas te renseigner sur la bourse. Et pendant que t'es en train de peindre une porte comme je faisais, t'écoutes un podcast sur la bourse et tu vas t'éduquer comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait. Enfin, moi, j'ai l'image de moi par terre en train de nettoyer mes linos qui ont été dégueulassés par les artisans, avec un podcast sur la bourse pour pouvoir apprendre et savoir dans quoi j'allais placer. Donc on peut faire les deux en même temps, c'est une question à mon sens de volonté. Et en même temps, il n'y a pas de miracle. Il faut faire en fait à mon sens tout en même temps. Alors non pas se disperser, je suis pas en train de dire d'accumuler les chantiers et de faire un burn-out. Je dis juste en fait de faire avancer ses pions plus ou moins en même temps, parce qu'en fait le meilleur allié dans la finance c'est le temps. Plus on commence tôt et plus on s'y met, mieux ça va se passer. Le temps est un démultiplicateur absolument incroyable. Faites le test, allez sur un simulateur de rendement et regardez la différence si vous perdez 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc non, commencez pas à dire je vais faire ça et puis peut-être que dans 5 ans j'investirai en immobilier ou dans la bourse ou il faut pas 1 an pour comprendre Bitcoin. Il faut de la volonté. Donc si vous voulez vraiment avoir des résultats exceptionnels, il faut mettre en place des mesures exceptionnelles. Donc nettoyer son lino avec un podcast sur la bourse et se renseigner sur qui était Satoshi Nakamoto, c'est complètement possible. Donc faites-le parce que personne ne va le faire à votre place. Et la bourse, et puis une fois qu'on a mis en place son décès en Bitcoin, c'est passif. Je veux dire, il y a des gens, ils me disent t'investis en Bitcoin comme si toute la journée j'étais sur mon téléphone à regarder les cours, mais pas du tout. Ouais. Moi, j'ai mis en place mon décès en 2021 et j'ai pas touché. Ouais, depuis, pareil. Ça se fait tout seul. Et oui, j'investis en Bitcoin et ça me prend à peu près 0 minutes par jour, quoi. Donc, ce qui va prendre le plus de temps, et c'est comme tout, c'est l'apprentissage et la décision. Ouais, définir la stratégie, voilà. Ensuite... L'immobilier, c'est différent. L'immobilier, effectivement, ça prend du temps. Le timing de l'immobilier, c'est pas le timing des marchés financiers. Mais d'où l'intérêt de faire les choses un peu tout en même temps. Moi, j'ai développé une entreprise en parallèle de tout ça. En plus d'un CDI. Donc, je suis pas le bon client pour me dire qu'on n'a pas le temps. donc voilà, moi, si quelqu'un me pose la question, je lui dis, ça dépend de tes résultats. Si ta vie te convient et que t'as pas envie de changer de vie et que t'as juste envie d'investir pour ta retraite, vas-y, prends ton temps. Mais si t'as envie d'avoir des résultats exceptionnels, tu n'as pas d'autre choix que de mettre en place des mesures exceptionnelles. Le meilleur moment pour investir, c'était hier, le second meilleur, c'est aujourd'hui. C'est maintenant et ne pas y aller avec le dos de la cuillère. Pour finir, est-ce que s'il y a des personnes qui veulent te suivre, regarder un peu ce que tu fais, il y a les réseaux de préférence, je mettrai de fond en description. Ouais, c'est la veille de ma réussite. C'est un petit peu mon nom de scène. Ça vient de mon métier originel. Donc, je suis sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, sur TikTok, sur X. J'ai une newsletter aussi sur Substack. Donc voilà, on peut me trouver partout en tapant la veille de ma réussite. Je mettrai les liens en description directement si les gens veulent se trouver. Un grand merci à toi, en tout cas, c'était hyper intéressant. Avec plaisir. Et un grand merci à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Je vous dis à très vite pour plein de nouveaux épisodes. Prenez bien soin de vous. Bye.